Alors ça fait un peu plus d'un an que je suis digital nomade et pendant cette année, j'ai bougé sur 4 continents. C'était fantastique, mais on a vécu aussi des belles galères. Aujourd'hui, je vous fais un peu ce retour d'expérience pour que vous soyez préparés au mieux si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'aventure et devenir digital nomade. Alors, je vous fais un petit rappel du contexte avant qu'on commence pour que vous voyez de où je pars. Donc moi, j'habitais à Paris en couple depuis plusieurs années. Et en fait, on a décidé de faire les voyages parce que mon copain, il a un job qui lui permet de voyager beaucoup. Enfin, il pouvait le faire sur place à Paris, mais il avait aussi pas mal d'opportunités à l'étranger. Des genres de CDD de 3 mois, de 6 mois, de 1 mois. Et on avait toujours dit non parce que moi j'avais trop peur de bouger. Et au bout d'un moment, on a dit bah vas-y, go, on les prend. Enfin, signe de ces projets-là et je te suis. Enfin, moi je lui ai dit je te suis. On bouge à l'étranger, on voyage comme ça. Donc ça s'est décidé. Donc on a commencé à bouger début 2025. On a décidé ça, je pense, une petite année avant, vers le printemps 2024. Du coup, après, ça a été le temps de se préparer, de voir où est-ce que lui il était pris, du coup, de les pays où on allait, tout ça. On essayait de faire un peu le planning. Et après, sur la fin, donc on a vendu au maximum d'affaires qu'on avait, celles qui n'avaient pas d'attache émotionnelle. Donc beaucoup de notes mobilier, tout ça, pas mal de vêtements. Et ce qu'on voulait garder, on a mis une grande partie dans un box en région parisienne. Et on en a déplacé un peu chez mes parents qui habitent vers Montpellier. Donc en gros, on part de là. Donc on a lâché l'appart, on n'a plus de chez nous. Et on a juste une valise avec 22 kilos et on voyage avec ça, quoi. Et le reste, c'est dispatché un peu partout, donc à Montpellier et dans un box vers Paris. Donc voilà, ça c'était juste pour vous remettre en situation, qu'on parte, enfin, que vous dire de où on part. Donc ensuite, les points positifs. Donc sans surprise, déjà, c'est une expérience incroyable de voyager comme ça. Franchement, je me demande comment je vais réussir à me reposer un jour parce que ça aura une fin. C'est quand même très fatigant de bouger tout le temps et on va pas pouvoir le faire ad vitam aeternam. Et puis je pense qu'on en aura marre aussi un jour. C'est pas encore le cas. Mais je remarque ceci dit que souvent à la fin d'un long séjour, donc quand on part 3, 4 mois ou 6 mois d'un coup, moi je commence vraiment à avoir envie de rentrer. Enfin de rentrer en France, que ce soit chez mes parents ou on se reprend un logement à Paris ou quelque chose comme ça, mais juste revenir dans un endroit que je connais, où j'ai mes repères. Mais souvent, quand j'arrive dans ces endroits-là, au bout de 2, 3 semaines, ça y est, je suis reposé, ça y est, j'ai repris mes repères. Genre, ça y est, je veux rebouger, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis que oui, j'ai envie de rentrer de temps en temps, mais je sais aussi qu'une fois que je suis rentré, ça me repose, ça fait beaucoup de bien, ça, c'est indéniable. Mais j'ai directement envie de repartir une fois que je suis reposé, donc je sais pas trop comment ça va se terminer cette histoire. Ensuite, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'en ai appris énormément sur moi sur cette année, enfin pendant cette année-là. Alors c'est hyper cliché, mais c'est vrai, c'est le genre de truc que je comprenais pas trop avant de le faire. Enfin, j'avais déjà vu des gens qui racontaient leur expérience et qui disaient oh, j'ai trop appris sur moi, sur comment je gère les voyages, sur qui je suis et tout. Et au début, je comprenais rien. Je me suis dit, mais c'est encore un truc chelou là, cette histoire. Et en fait, bah, c'est vrai. J'ai appris à mieux me connaître parce qu'en fait, tu te mets tellement dans des situations difficiles par moment. On y reviendra après. Le gros point de cette vidéo, c'est vraiment les galères et comment vous pouvez les passer à travers ou du moins les rendre plus petites. Mais en passant à travers ces galères-là, ça m'a vraiment rendu plus, je dirais pas plus fort, mais je sais que je l'ai fait une fois, que je peux le refaire. Et surtout, j'ai appris à mieux les gérer. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais j'ai plus confiance en moi dans mes capacités à les gérer, ces galères-là. Et aussi, un des gros points, moi, que j'ai, c'est la solitude. Euh, enfin, une de mes grosses difficultés que j'ai pendant les voyages. Parce que j'avais un réseau enfin un cercle social assez grand et tout, je connaissais pas mal enfin j'avais pas mal d'amis, les gens où j'habitais parce que j'y étais resté longtemps. Et là, bouger tout le temps, bah, c'est très dur de se faire des potes parce que dès que tu t'en fais, il faut repartir. Et ça me challenge beaucoup dans ma relation à la solitude et à moi. En plus, je viens d'une famille nombreuse. Après, j'ai vécu que en coloc et les rares années où j'avais un appart à moi tout seul, en fait, j'y étais jamais ou alors il y avait toujours du monde chez moi où j'étais toujours chez des gens. Donc, rien que
j'ai quasiment 32 ans là au moment où j'enregistre. Euh, j'ai passé très peu de soirées finalement où je me suis endormi seul dans le logement où je suis. Ça veut pas dire que il y avait toujours quelqu'un dans mon lit, mais juste j'avais souvent soit un coloc, soit un frère, une sœur, soit mes parents avec moi, soit des amis. Enfin, il y avait toujours quelqu'un. Euh, et être seul sans aucune présence dans le même logement, en fait, ça a été très très rare pour moi. Et ça, je voudrais apprendre à le travailler. Donc cette année, là, un de mes objectifs de cette année, c'est d'apprendre à travailler ça. Et je me suis prévu 2 fois un mois où j'ai un appartement tout seul, dans un lieu que je ne connais pas, où je n'ai pas d'amis et tout. Donc, bon, évidemment, je suis allé dans l'extrême, mais je vais me faire un mois seul à Tokyo et un mois seul à Chiang Mai, en Thaïlande. Je pense que je vais douiller, mais je suis hyper excité à cette idée-là. Plus en me disant, un mois, au pire, même si ça se passe mal, bah un mois, c'est vite fait. Enfin, ça a une fin, quoi. Et si ça se passe bien, trop cool. Et puis en plus, je me suis mis dans des endroits. Tokyo, j'ai très très envie de le découvrir. Chiang Mai, je me dis que je peux en plus rencontrer d'autres entrepreneurs, donc ça se trouve, je serai pas si seul que ça non plus. Mais à voir. En tout cas, c'est des gros objectifs de cette année. Ça, je suis hyper excité. Et enfin, une bonne surprise que j'ai eue aussi, c'est que le budget de cette vie, est beaucoup plus simple à gérer que ce que je pensais. Alors déjà, il faut savoir que je suis très organisé comme garçon. J'ai des tableaux Excel pour tout, donc mes comptes sont gérés vraiment au cordeau aussi. Donc ça joue. Si vous êtes un peu plus YOLO dans votre gestion budgétaire, peut-être ce sera plus complexe. Mais en gros, déjà l'année dernière, on a eu des facilités parce que, donc, comme je vous le disais, on voyage via le boulot de mon copain. Il est souvent logé dans ce boulot. Et du coup, moi, j'étais logé avec. Là, cette année, il y a pas mal de logements où moi, je vais pas aller avec lui, soit parce que c'est des logements, des sortes de grosses colocs ou des trucs où j'ai pas très envie d'aller, soit c'est trop petit pour nous deux et on va vraiment se marcher dessus et ça va pas être bien pour la relation. La relation est un des points dont on va parler après. Donc cette année, il va y avoir plus aussi de moments où moi je me prends un logement seul dans la même ville que lui, proche de lui si possible, mais où on va habiter chacun de notre côté en fait. Donc l'année dernière au niveau budget, j'ai fait des économies en voyageant parce que finalement la plupart des logements là où on était, ils étaient payés par son boulot. Et j'avais qu'à payer mes billets d'avion. Mais comme on voyageait, on avait un billet d'avion tous les 3 ou 4 mois, en fait, ça fait pas tant de billets d'avion ça non plus sur l'année. Et comme il n'y a pas de loyer à payer, facile. Et on était pas mal l'année dernière à Istanbul. Istanbul, le coût de la vie est moins cher. Enfin, les repas, tout ça. Si on met pas le loyer est pas si. Enfin, il est pas cher. Mais le reste du coût de la vie est beaucoup plus gérable qu'en France. Donc en fait, on a fait des économies l'année dernière. Et cette année, je pense que je serai à peu près au même niveau que si j'avais gardé l'appartement à Paris au niveau de mes dépenses. Donc ce qui est plutôt cool, c'est-à-dire que c'est une année de folie encore qui s'annonce et ça me coûte pas plus cher que si je restais à Paris. Le point qu'il faut avoir en tête par contre, c'est que les dépenses, c'est pas comme à Paris par exemple où j'ai tous les mois, j'ai en gros le même montant du loyer, le même montant du budget bouffe, le même montant élec et tout ça. Là, c'est par pic, c'est-à-dire qu'il y a d'un coup en fait, il faut prendre pendant un mois, il faut limite prendre tous les billets d'avion des 6 mois qui suivent, et du coup là ça fait un mois avec beaucoup de dépenses. Ensuite il n'y a rien pendant 3 mois, ensuite on est dans un lieu où en fait il va falloir payer un loyer plus cher et tout ça, et en fait c'est des dépenses vraiment plus en dents de scie et beaucoup moins plates, enfin identiques tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de calculer à peu près combien ça allait me coûter en gros les prochains mois. Et tous les mois, je mets un peu de côté. Enfin vraiment, je fais un budget. Et comme si je payais un loyer en fait. Et comme ça, j'ai mon compte. J'ai mis ça sur un livret en plus en me disant, ouh, ça va faire quelques petites pourcents. Et, euh, et comme ça fait quand j'ai besoin de tirer de l'argent pour payer un gros mois là. Là par exemple, ce mois-ci, j'enregistre, on est en mars. On est fin mars. Ce mois-ci, j'ai dépensé, je crois, 4 000 € de billets d'avion qui vont arriver, de certains logements et tout ça. Donc là, ça a été un gros mois. Heureusement que les mois précédents, j'avais mis un peu d'argent de côté tous les mois. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est ça. Il faut être
je vous conseille de garder cette logique comme si vous payiez votre loyer pour vous créer un budget, une grosse poche, quoi, une grosse enveloppe de sous, parce que d'un coup, vous aurez besoin de beaucoup de ces sous-là. Et puis après, vous aurez besoin de plus rien pendant plusieurs mois, mais du coup, là, c'est là qu'il faut la remplir. Donc ça, c'était la partie vraiment plus positif organisationnel. Maintenant, des points négatifs auxquels j'ai été confronté, enfin moi et ou mon copain, et avec mes conseils pour y survivre quand ça vous arrivera, parce que ça va vous arriver. Alors le premier point, c'est l'aspect vraiment logistique. Toute la logistique du truc, c'est hyper complexe. Et pourtant, comme je vous le disais, je suis quelqu'un de très organisé. Mais il y a les questions des visas à avoir. Et encore, ça va que j'ai un passeport français, qui est plus facile, ce qui n'est pas le cas de mon copain, qui n'a pas un passeport français ni un passeport européen. Je peux vous garantir que pour certaines démarches à faire, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Il faut penser à faire des rendez-vous dans les ambassades des pays étrangers, des trucs. Sauf que quand on est à l'étranger, c'est complexe de prévoir le rendez-vous à l'ambassade du pays à Paris. Enfin, c'est vraiment hyper... faut être très organisé pour cette partie visa si vous n'avez pas un passeport dit fort comme le passeport français. Même avec mon passeport fort, ceci dit, c'est pas toujours évident et j'ai dû le refaire au milieu de tout ça. Donc, il a fallu un moment que je me prévoie une plage de... Je crois que ça a mis... Ça, dans la loi, je crois qu'ils ont 2 mois, ça met 2 mois, je crois que les textes disent pour le refaire. Pour moi, ils me l'ont fait beaucoup plus vite. Mais du coup, j'avais prévu que j'allais se passer à ce moment-là en France, donc il faut que j'ai mon premier rendez-vous à ce moment-là. Ensuite, je repartais, il faut que j'ai mon deuxième rendez-vous à ma prochaine visite. Enfin, c'était vraiment... Ça peut pas se faire comme ça, sur un coup de tête. En fait, il faut vraiment l'anticiper, tous ces trucs-là. Et ça demande d'être très organisé. Il y a aussi l'aspect santé, auquel on pense pas forcément directement, mais en France, c'est magique, il y a la sécurité sociale et tout ça. La sécu ne marche pas à l'étranger, enfin, hors Europe. Donc il faut se payer une sécurité sociale supplémentaire. Il faut y penser. Selon les pays, ça peut coûter très cher. Et quand on est en France, moi j'ai une petite maladie sur les dents. Rien de grave, mais il faut que je la fasse valider régulièrement. Ça veut dire qu'il faut que je cale ces créneaux de rendez-vous-là aussi régulièrement. Il faut que j'y pense à chaque fois que je viens en France pour faire mes trucs. Enfin, c'est rien de grave, mais c'est juste beaucoup de charge mentale en fait, à penser à tout ça. On a aussi beaucoup de questions, nous, sur les valises. Donc, je vous le disais, on a tout mis soit dans un box en région parisienne, c'est là qu'il y a 90% de nos affaires, soit chez mes parents à Montpellier. En fonction des météos des lieux où on va, il faut qu'on sache où sont nos shorts, par exemple. Et si on est à Montpellier et que les shorts, ils sont en banlieue parisienne à 2 heures de train de Paris, enfin, c'est pas du tout la même histoire pour aller les récupérer. Et après, une fois qu'on est dans le box, il faut qu'on arrive à trouver le bon carton. Donc on a essayé, en faisant le déménagement, de faire les cartons et de les stocker de manière intelligente, les cartons dont on pourrait avoir besoin les plus vers nous, vers la porte, parce que c'est du Tetris le truc. Donc, tout ça, en fait, c'est plein de choses à penser. C'est où sont les vêtements, c'est ok, il va faire quelle température là, et après on enchaîne avec ce pays-là où il va faire beaucoup plus chaud ou beaucoup plus froid, mais en fait on peut pas tout mettre dans la valise, donc est-ce qu'on rachète, est-ce qu'on déplace nos voyages pour essayer d'avoir des trucs où ils font la même météo, enfin ça encore une fois c'est rien de grave, sauf le truc des visas qui peut être très chiant, mais sinon c'est pas grave, mais charge mentale énorme. Donc ça, voilà, première grosse surprise un peu chiante que j'ai eue. Ensuite, le deuxième truc, je vous le disais un peu plus avant, c'est l'aspect solitude. Donc j'avais une vie sociale, moi, très riche. En plus, je bossais dans l'événementiel, donc j'avais l'impression d'être toujours en soirée. C'était super sympa. Et bon, l'événementiel, ça s'est arrêté quelques années avant le voyage, mais j'avais gardé j'aimais bien voir des gens, quoi, en gros. Et ici, bah, vu qu'on déménage tous les 2 à 3 mois, on arrive dans un nouvel lieu où on connaît personne. Il faut être hyper proactif pour faire des rencontres, parce que ça se fait pas tout seul, parce que ben on bosse tous les deux depuis la maison, donc on n'a pas de collègues à rencontrer. On, comment dire, on n'a pas d'enfants à aller chercher à l'école où on peut discuter avec les autres parents. Enfin, on n'a pas tous ces lieux de rencontre qu'ont les gens normaux dans une vie normale. Donc, il faut être vraiment hyper proactif. Donc, c'est-à-dire que si on va faire un peu la fête de temps en temps, ben, il faut se forcer à aller discuter avec les gens, peu importe la langue, trouver un moyen.
Moi, je traîne pas mal aussi sur des groupes Facebook, les Français à Istanbul, les expats, les machins, des trucs comme ça. Il y a pas mal de temps en temps de meet-up, de rencontres. Il y a des applis pour se faire des amis, j'ai découvert ça. C'est un peu spécial, mais c'est... Le truc, c'est qu'il faut... Si vous attendez que ça arrive tout seul, ça n'arrivera pas tout seul. Après, peut-être vous souffrez pas de la solitude comme moi, hein. Ça, c'est vous qui... Tant mieux pour vous. Moi, je sais que c'est vraiment un gros point noir. Et surtout, le plus dur, c'est de... On peut pas attendre que ça se fasse tout seul, parce que, comme je vous le dis, ça se fait pas tout seul. Et on le fait, on rame pour le faire, parce que c'est super dur d'être toujours celui qui relance, celui qui est toujours force de proposition pour faire les choses. Et une fois que c'est fait, on sait qu'après on redéménage dans 2 mois et qu'a priori ces gens-là on les verra presque plus de notre vie. Et ça, je pense, c'est aussi très très dur parce que il y en a en fait, on se rend compte que ça se passe très bien avec eux, qu'on sait qu'en vrai ça va être compliqué de retourner à l'autre bout du monde comme ça, quoi. Si on y revient une fois dans l'année, c'est un grand maximum. Et, euh, et du coup, pendant les coups durs ou flemme d'être proactif, flemme d'être celui qui est le moteur de la relation, et bah tu dis, mais en fait, à quoi ça sert que je fasse tout ça, quoi. Mais il faut vraiment le faire, en tout cas pour moi, ça me fait beaucoup de bien de me forcer à le faire, mais il y a des moments où c'est vraiment dur, quoi. Donc, prévoyez-vous en avance. Maintenant, c'est ce que je fais. J'essaye de repérer des groupes Facebook, des organisateurs de soirées, des applications de rencontres, des trucs comme ça. Tout ce que vous pouvez, tous les trucs auxquels vous pensez, ou des réseaux, enfin, peu importe, ça dépend de vos secteurs d'activité vraiment, mais essayez de vous trouver des trucs en amont pour qu'une fois que vous êtes sur place, vous êtes déjà inscrit dans ces groupes, vous avez déjà éventuellement commencé à tchatcher avec deux trois personnes, et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour le moment venu, quoi. Vous aurez déjà un pied dans l'étrier. Alors, je vais boire une petite gorgée d'eau. Oh, c'est brûlant. Ensuite, un autre point que ça, j'avais un peu vu venir, je vous avoue, c'est la difficulté de ne plus avoir de maison. Enfin, le côté... enfin, je savais que j'avais ce côté un peu moins homesick, comme on dit, le mal du pays, je sais pas. Parce que pendant mes études, j'ai beaucoup voyagé aussi en faisant des stages à l'étranger, des années d'échange universitaire et tout ça. Et je savais qu'au bout d'un moment, ça me manquait de pas être chez moi. Enfin, chez moi, là, c'est en France. Donc ça, je savais que ça allait m'arriver. Ça m'est encore arrivé. C'est toujours là. Par contre, la petite nouveauté, c'est que quand je rentre jamais. Je rentre chez moi, oui, dans mon pays, la France, mais je rentre pas chez moi parce que j'ai plus de maison, j'ai plus d'appart, j'ai plus tout ça. Et ça, c'est très très perturbant de pas. Les voyages sont trop cool. Au bout de 4 mois, j'ai juste envie de, par contre, de rentrer à la maison, de me poser sur mon canapé et de chiller. Sauf que là, j'ai pas de canapé pour chiller. Alors, je rentre chez mes parents, du coup, de temps en temps. C'est super sympa, ils sont géniaux. Enfin, c'est même pas la question. Mais c'est pas chez moi. Et ça, c'est super dur d'avoir ces moments off entre certains voyages. Je sens que j'en ai besoin d'avoir moi ces temps off, de me les prévoir. Et c'est d'ailleurs un truc que j'ai mal fait l'année dernière, mais que j'ai appris sur moi. C'est qu'il faut vraiment que je me force à me prévoir. J'adore voyager, mais il faut que je me prévoie vraiment voilà, des temps de pause au bout de quelques mois où je suis à la maison, bon, en l'occurrence chez mes parents, ou dans un endroit que je connais, dans un environnement que je connais déjà, pour me reposer un peu émotionnellement. Je pense que sinon je suis tout le temps stimulé là dans les voyages, et j'ai besoin de ces moments plus calmes. Ça me fait beaucoup de bien. Et ce que je fais pour me sentir un peu plus chez moi dans les lieux quand je voyage, c'est que j'ai oublié de vous le prendre là, il est quelque part, un petit sachet avec de la lavande dedans. Moi j'adore l'odeur de lavande. Et j'ai tendance à en parfumer les lieux où je vis, enfin la chambre. Ça s'achète aussi des fois sous forme d'huile essentielle ou de trucs comme ça. Et ça fait que moi je suis très sensible aux odeurs. Et d'avoir toujours la même odeur dans ma chambre, ça fait que petit à petit j'ai associé cette odeur-là à ma chambre et donc à chez moi. Et ça, j'ai remarqué que c'est un travail de longue haleine, ça marche pas tout le temps, mais ça me fait du bien. Ensuite, je me force à avoir des habitudes euh, dans qui peuvent marcher tout le long, en fait. Par exemple,
Je fais toujours une balade le matin au réveil. Je lis toujours le soir avant de me coucher. Euh, j'ai ces petits moments que c'est une habitude qui me suit avec moi, qui fait partie de moi et que je peux mettre partout dans n'importe quel voyage. Ça me fait un peu du bien. Aussi, ou quand j'arrive dans un lieu, moi, pour que je me sente bien dans ce lieu-là, il faut que je connaisse mes commerçants qui sont dans mon quartier, il faut que je connaisse toutes les rues de mon quartier. Enfin, j'ai besoin de maîtriser mon quartier pour m'y sentir bien. Donc, dans les premiers jours, je fais des tours autour de chez moi, un peu en escargot, quoi, où je vais explorer de plus en plus loin toutes les rues autour. J'essaye de le faire sans GPS pour vraiment me forcer à, à me repérer. Et, euh, et ça aide beaucoup. Et une facilité qu'on a à Istanbul aussi, c'est que je vous disais, le coût de la vie coûte moins cher. Donc, je mange tout le temps dehors. En plus, j'ai horreur de cuisiner, donc c'est trop bien. Et ça m'aide beaucoup dans la partie connaître les commerçants. C'est-à-dire que je passe dans la rue, je dis oh, ce resto, oui, j'aime bien manger ça chez eux, ça, machin. Parce qu'on est parti à Montréal aussi, par exemple, l'année dernière, où le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Et j'ai pas pu faire ça. Les restos étaient plus rares, pauvre Paul. Et, euh, et du coup, ça a été plus complexe pour moi de maîtriser mon environnement. J'avais le côté où je connaissais bien les rues, mais j'avais pas le côté où je connaissais les commerçants. Et plus, ça a été plus dur en fait. J'ai moins eu le sentiment d'être chez moi dans le quartier où on était. Mais voilà. Mais après, ça, rien ne m'empêche juste d'aller y prendre un café ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, aller bosser dans des cafés, c'est quelque chose que je fais aussi pas mal. Voilà un peu pour le point de plus avoir de maison. Donc c'est dur, mais j'essaye de trouver des moyens de me sentir chez moi sans être chez moi. Enfin, à des endroits où je ne suis pas chez moi. Ensuite, encore un peu d'eau. La difficulté à me trouver des routines. Moi, je suis quelqu'un de très routinier. C'est quelque chose que j'ai toujours su sur moi. J'ai besoin de... La routine me rassure en fait. Je sais si tous les jours pouvaient être pareils. Alors je pense que je dis ça maintenant parce que tous les jours sont très différents. Mais si tous les jours pouvaient être pareils, je pense que ça me rassurerait beaucoup. Mais s'ils étaient tous vraiment pareils, je pense que je me ferais chier. Mais avoir quand même une base stable me fait beaucoup de bien. Et surtout dans la partie travail. Donc j'ai un métier quand même qui est un peu créatif. Moi, je crée du contenu, je crée des choses. Je ne suis pas artiste, mais il y a une part de création là-dedans. Et pour avoir cette création, pour laisser mon esprit créatif être créatif, j'ai besoin que mon esprit ne pense pas à autre chose. Donc c'est là que des fois c'est freiné par tout ce que je vous disais, les logistiques de visa, de passeport et tout ça. Mais c'est aussi, l'année avant que je déménage de Paris, j'avais une routine hyper claire, c'est-à-dire que je me levais à telle heure, ensuite j'allais bosser au coworking, quand j'étais dans mon espace de coworking, je ne faisais que bosser, je ressortais toujours plus ou moins à la même heure, enfin j'avais ma journée type quoi, et j'avais un peu de folie le soir, enfin de folie, de, de zone libre où je faisais ce que je voulais hors routine, mais comment dire ça Euh, le cœur de ma journée était toujours le même et ça me permettait d'être très créatif en fait parce que j'étais dans une sorte de roue de hamster et je faisais toujours la même chose et c'était toujours très pratique. Ça a été quelque chose qui était très très dur à faire ici au début parce que j'avais plus de coworking, j'avais pas forcément d'espace de bureau, enfin ça dépend vraiment des logements et à chaque fois enfin il faut un peu de temps pour se créer cette routine dans un nouveau lieu et hop, on redéménage, on doit tout recommencer et tout. Donc ce que j'ai réussi à faire, c'est de réduire au maximum les trucs dont j'avais vraiment besoin pour ma routine. Je vous le disais un peu plus tôt, j'ai ma balade du matin et ma lecture du soir. Ça, c'est deux socles que je ne bouge plus dans ma journée. Tous les matins, je me lève, je fais ma balade. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je lis. Et ça rythme un peu ma journée, et enfin ma nuit, mes moments de la journée, quoi, mon début, ma fin de journée. Je suis aussi très sportif. Et avant, j'allais à la piscine, je faisais de la salle de sport et tout ça. Sauf qu'en fait, la piscine, il y a plein de pays où, en fait, où il n'y en a pas ou peu. J'ai découvert ça, pour moi il y avait des piscines municipales partout, en fait c'est pas le cas. Donc la piscine en déménageant en vrai c'est hyper complexe. Et la salle de sport, pareil, souvent c'est des abonnements à l'année et tout, et quand tu restes 3 mois, c'est trop cher, c'est débile. Et la salle de sport j'aime bien, mais il faut vraiment qu'elle soit à côté de chez moi et tout, sinon j'abandonne vite.
Et donc je me suis remis à fond à la course à pied que je peux faire de partout. Et ça, c'est une routine donc, que je peux prendre et que je peux emmener avec moi n'importe où. J'ai mes baskets. Et à partir de là, je suis un garçon libre, quoi. Ça me permet en plus de découvrir mon quartier, de découvrir des endroits. Et là, on coche plusieurs cases. Donc, plutôt cool. Donc ça, c'est des moments de routine, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. La course à pied, je fais pas ça tous les jours. Que je peux emmener avec moi n'importe où. Et après, au niveau du boulot, j'arrive... En fait, j'ai fait un gros effort un peu de... je vous disais là, juste avant que j'avais... Avec de l'odeur, j'arrivais à me faire sentir chez moi. Et ben, j'ai réussi à faire un peu la même chose avec des musiques pour que quand j'écoute, je me dis, là maintenant c'est le moment de bosser. Donc j'ai une playlist exprès sur mon téléphone. C'est une playlist avec des musiques toutes douces, là on se croirait dans un spa. Mais quand je les écoute, je sais que c'est le moment où il faut que je bosse. Et donc j'ai pas besoin d'être dans un espace de coworking précis, d'être dans un truc, tout ça. Maintenant c'est juste, j'ai l'ordi, je mets mes écouteurs, j'ai cette playlist là, on passe en mode boulot. Alors ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain, mais ça marche plutôt bien, donc je suis très très content. Donc, c'est pas parfait comme solution, mais vraiment essayer de réduire ma routine comme ça me fait, enfin ça m'aide pas mal. Et surtout, maintenant, je me sens beaucoup plus apte à pouvoir aller n'importe où. Au début, j'avais très peur de voyager parce que je me disais, mais je vais devoir me retrouver un nouveau coworking, je vais devoir me trouver une nouvelle piscine, une nouvelle salle de sport, un nouveau truc. Et en fait, maintenant, je sais que juste, bah, j'ai mon ordi, j'ai mes baskets, je suis un grand garçon, ça se passe bien, quoi. Et un autre point dont je voulais vous parler, et que ça par contre j'avais vu nulle part, c'est le côté de séparer les moments de tourisme des moments de boulot. Parce que j'adore mon boulot, et si je pouvais, je ferais que ça toute la journée pour essayer de... Enfin, c'est un peu comme un jeu, j'ai l'impression, et j'ai envie de passer des niveaux suivants, quoi. Et j'adore en plus créer du contenu, j'adore faire du podcast, vous parler, enfin, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Et je voudrais le faire vraiment à 3000%. Et en même temps, je suis dans des endroits trop rares, je vis une expérience de fou. Enfin là, Nomade Digital, on a fait 1 an. Toute l'année là qui arrive est prévue, donc on va faire au moins 2 ans. Je sais pas si on va pousser sur une troisième année, c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est 2 ans rares dans une vie. Peut-être qu'on refera une session plus tard, j'en sais rien. Enfin, mais le futur, je suis pas Madame Irma. Mais dans tous les cas, c'est un moment rare quand même dans une vie. Et donc j'ai envie aussi d'en profiter à fond. J'ai envie de faire du tourisme, de découvrir tous les trucs qu'il y a autour de moi et tout ça. Enfin, et en même temps, si je fais ça, bah, je peux pas faire le boulot à 3000%. Mais si je fais le boulot à 3000%, je peux pas faire le tourisme à 3000%. Et donc peu importe la solution que je fais, est-ce que je fais du 50-50? Mais à ce moment-là, quand je fais du 50-50, il n'y en a aucun des deux où je suis vraiment content de moi. Parce que je j'ai pas poussé à fond sur le boulot, donc je me dis, ah, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire plus. Et si je fais du tourisme à 50%, bah, je pense aussi à toutes les choses que j'ai pas pu faire, tous les trucs que j'ai pas pu visiter, tout ça. Et en fait, je me retrouve vraiment le cul entre deux chaises, à pas savoir quoi choisir et avoir l'impression de couper un peu la poire en deux, à faire des fois un peu plus de boulot et un peu moins de, enfin du 70-30 ou dans un sens ou dans l'autre, du 50-50, ça dépend vraiment des semaines et de la météo. Mais dans tous les cas, je suis jamais content de moi. Et donc ça a été très très dur au début parce que je l'ai vraiment mais pas vu venir. Mais alors, pas du tout. Et ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai accepté l'idée que ça va pas être des années, par exemple au niveau de mon business, où je vais le faire grossir. Euh, Enfin, je me suis plutôt dit, je peux pas faire que du tourisme, bah, parce que bah, il faut gagner de l'argent quand même, il faut bien travailler un peu. Mais ça va pas être les années où je vais faire grossir le business. On est plus sur de l'entretien là en ce moment. On essaye que ça ne diminue pas, mais on essaye que ça ne monte pas. Ceci dit, je dis ça, l'année dernière, ça a été mon année de record. Alors, bon, on verra. On verra ce que donne la suite. Mais pour arrêter de me frustrer, j'ai essayé d'accepter de ne pas jouer au jeu du être le plus riche en 3 clics et tout ça. Enfin, c'est un truc dans lequel moi j'ai tendance à tomber en plus. J'écoutais beaucoup de podcasts business, par exemple, d'autres entrepreneurs dits à succès qui racontent comment ils ont
bosser 70 heures semaine pour faire des trucs incroyables et tout. Ça, je me suis désabonné des podcasts parce que je me suis dit, si j'écoute ça, je vais vouloir faire pareil et ça va me frustrer. Donc, on ne le fait pas, on ne l'écoute pas et on avance. Donc ça, j'ai viré tout ça. Un juste milieu que je fais pas mal aussi, c'est que je vais bosser dans des cafés, ce que je faisais pas du tout avant, mais maintenant j'adore ça. Et comme ça, j'ai l'impression de faire un peu de tourisme ou du moins d'être dans une ambiance locale par rapport à la maison. Bon là, je suis dans la chambre parce que je peux pas tourner comme ça dans un café, mais sinon, je suis quand même beaucoup dehors. Et aussi, ce que je fais, c'est que, je vous le disais avant, j'avais tendance à terminer plus ou moins toujours à la même heure à mon coworking. Maintenant, ça c'est fini. Une fois que j'ai fini ma mission du jour, enfin mes to-do, ce que j'ai à faire dans la journée, j'arrête, peu importe l'heure, et surtout si c'est avant. J'essaie pas de combler des heures en mode je suis salarié de mon entreprise et il faut absolument que je travaille X nombre d'heures et tout ça, ça plus du tout. J'ai fini, je ferme, je sors, je vais en profiter. Donc, c'est toujours très très dur. Ça, là, ce que je viens de vous donner, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est encore hyper challengeant, même après un an, et je pense que j'arriverai jamais à trouver un équilibre sans, enfin, être totalement détendu avec cette idée-là. Mais euh, par rapport au pôle, il y a un an, là, le progrès est déjà énorme. Donc, qu'est-ce que ce sera à la fin de cette année? J'ai hâte de voir ça. Oh, qu'est-ce que j'ai la gorge sèche. J'ai aussi, enfin, on a aussi, pardon, découvert enfin, ce nomade digital nomadisme, je sais pas comment appeler ça, nous a créé des petites, de temps en temps, galères de couple. Alors, je vais pas entrer hyper dans les détails parce que ça, c'est très perso et mon copain souhaite pas du tout être exposé dans ce podcast. L'idée générale, c'est qu'en fait, vu que on était seuls tous les deux dans des nouveaux endroits, au début, on avait tendance à être très collés l'un à l'autre parce que bah, on était nos seuls gens qu'on connaissait en fait. Et ça n'a pas été bon. Parce qu'en plus, on est deux garçons très indépendants. On avait à Paris avant chacun des vies pas bien séparées. On faisait des trucs en commun, mais on faisait aussi beaucoup de trucs l'un sans l'autre. Et là, il y a eu les premiers mois où en fait, on a fait d'un coup, on était tout le temps collés l'un à l'autre, quoi. Et, euh, et ça a été beaucoup la raison de pas mal de tensions avant qu'on arrive à mettre les mots dessus. Et de beaucoup de discussions maintenant. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que on s'est laissé de l'espace l'un et l'autre. On, on- on se laisse vraiment de temps en temps aller faire nos activités touristiques, par exemple, chacun de notre côté. Même si on a tous les deux envie de la faire, et ben des fois, il y en a un qui fait l'activité A, l'autre l'activité B, et après, on tournera. Mais juste pour avoir des trucs qu'on fait de temps en temps seul. C'est très perturbant au début, mais en fait, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, si vous êtes en couple, faites attention, parce que c'est très demandeur sur le couple. Et en plus, euh, moi, comme je vous le disais, je gère mal la solitude, encore aujourd'hui. Et du coup, dès que j'étais seul, mais j'étais en panique seul dans l'appart, dans un pays que je connaissais pas et tout, et en vrai, j'étais chiant. Donc, merci à lui de m'avoir supporté, mais, euh, enfin, c'est très très challengeant pour les couples. Et puis il y a le stress, que c'est normal, c'est tout nouveau. Moi, j'étais tout le temps surchargé émotionnellement de tout ça, quoi. C'est vraiment très très demandeur pour le couple. Donc, beaucoup de discussions, vraiment, et prenez-les devant là-dessus. C'est-à-dire, vous voyez dans votre couple si vous partez à deux, hein, ou même en amitié, je pense que c'est la même galère. Enfin, si vous partez avec un ou une pote. Mais discutez-en en avant, enfin en amont, si ça se produit, comment on le gère, euh, et qu'est-ce qu'on essaie de faire pour pas trop se marcher l'un sur l'autre et tout, parce que on a beau être le plus fusionnel, c'est quelque chose d'être fusionnel dans un environnement qu'on connaît, c'en est une autre d'être fusionnel dans un environnement où on connaît rien, où tout est à découvrir et où on est vraiment seul et où on n'a pas d'amis pour aller ventiler de temps en temps, pour aller s'aérer du couple, pour aller tout ça. Après, c'est ma vision du couple, hein, encore une fois, mais faites attention à ça, quoi, en gros. Et enfin, dernier point, et après j'arrête de vous saouler avec tous ces côtés négatifs, c'est qu'on est absent pour les événements importants de notre entourage. Quelque chose que j'ai découvert bah, de manière triste, j'ai perdu mon grand-père quelques jours après être arrivé à Montréal. Et là, il y a une grosse question qui se pose, c'est est-ce que je rentre à l'enterrement? Est-ce que je paye un billet en urgence qui coûte du coup hyper cher pour aller à l'enterrement?
moi ça a été un enterrement, mais ça peut être le cas pour des mariages par exemple que vous allez louper. Bah tiens, ce même Montréal, j'ai loupé le mariage d'une de mes très bonnes potes. Mais ça c'était plus prévu, c'est-à-dire que je savais que ces dates-là, j'allais pas être là. Il n'y a pas eu d'effet de surprise, mais il y a toujours beaucoup j'ai loupé un moment hyper important d'une de mes meilleures potes, quoi, donc trop dommage. Et ça va vous arriver, alors je vous souhaite pas que ce soit des enterrements, mais vous allez louper des anniversaires, des mariages, tout ça, et en vrai ça c'est hyper dur, parce que ça nous ramène au fait qu'on n'est pas là. Et il y a un côté, moi, où je me pose beaucoup de questions dans la vie. Est-ce que c'est pas aussi la vie, c'est connecter avec des gens, c'est partager des moments importants, c'est partager des trucs comme ça. Et pour beaucoup, le mariage, c'est assez sacré. Et avoir ses amis proches à un mariage, pour les gens qui ont une vision très vraiment, que le mariage, c'est là, c'est le truc de fou, et ben avoir ses amis proches, c'est très important. Et moi, j'ai pas été en mesure d'être là pour ce moment hyper important de mon ami proche, alors que c'était hyper important pour elle. Et alors, il y a eu ça, il y a eu l'enterrement, mais il y en aura d'autres, en fait, des trucs. Et enfin, c'est hyper dur à penser, en fait, à ça. Moi, j'ai loupé, par exemple, les 60 ans de mes parents. Je loupe des anniversaires tout le temps. Je loupe plein de choses comme ça, plein de moments où, en fait, mes potes, en plus, maintenant, on a tous entre 30 et 35 ans dans mon groupe de potes, on commence à avoir un peu d'argent, on peut faire des anniversaires super sympas, on loue des baraques, on fait des week-ends, on fait des trucs, et je loupe tout ça. Et c'est super dur. Donc ça, j'ai pas trouvé de solution. Si ce n'est que maintenant, j'ai un budget de secours pour... je me suis dit que je le gardais pour... Je vais parler de manière hyper crue. Mais mon papy qui est mort, je n'ai pas payé de billet d'urgence pour aller à l'enterrement en me disant que il est mort. Euh, je pourrais aller dire au revoir sur sa tombe en mon temps, en mon heure. Voilà, chacun gère le deuil à sa manière. Mais que je veux garder ce budget de secours si, j'espère que ça arrivera pas, mais si il y a une urgence, il y a quelqu'un qui a un accident grave, qui a quelqu'un en fait qui est encore en vie, peut-être pas pour longtemps, je vais devenir émotif, hein, mais oh, où la personne est vivante et il y a une vraie urgence. Donc je me suis créé ce budget de sécurité pour pouvoir me payer en gros un billet de last minute de peu importe dans le monde de où je suis euh, pour pouvoir pallier ce truc-là. Mais je me suis dit s'il y a un décès, c'est dur. S'il y a un décès, tu le géreras à ta manière et profite de ton voyage. Je me suis dit, en fait, mon papy, il préfère que je continue à profiter de Montréal et pas que j'aille faire 10 jours de galère d'aller-retour pour faire dans une ambiance de deuil bizarre. Et on va arrêter le sujet là, c'est complexe. Mais voilà quoi. En gros, ça va arriver. Je vous souhaite pas que ce soit des enterrements ou des trucs difficiles, mais vous allez louper au moins des anniversaires, peut-être des mariages, des trucs comme ça. Et en vrai, c'est plus dur que ce qu'on... En tout cas, moi, je l'ai vécu de manière plus dure que ce qu'on pense. Que ce que j'avais prévu, pardon. Voilà, voilà. J'en tremble un peu. Je... Je voulais pas du tout être négatif sur ce côté digital nomade. Encore une fois, moi, j'en retiens... Si c'était c'est à recommencer cette année, on a choisi de recommencer. Et je pense si on va y réfléchir pour une troisième année, ou juste 6 mois, mais enfin, pour le moment, on n'a pas encore les projets pour après. Je pense honnêtement qu'on le ferait. Ces éléments négatifs se gèrent. À chaque fois, j'essaie de vous présenter des solutions. Et la moyenne est très positive, si vous voulez. On est hyper content de faire ça. Si c'était à refaire, on le referait et on continue à le refaire d'année en année. Mais c'est pas du tout beau tout rose. Vous allez pas siroter des margaritas au bord de la piscine à Bali avec l'ordi sur vos jambes. D'ailleurs, ça, je sais pas comment ils font parce qu'il y a des reflets partout, on voit rien sur l'ordi. C'est faux, ils vous mentent. C'est pas du tout beau tout rose, le digital nomade. C'est super cool quand même, hein. Mais il y a plein de galères. Donc, je conseille à tout le monde de le vivre, mais de se préparer aussi aux galères qui vont arriver pour pouvoir le vivre encore mieux. Voilà, c'était vraiment le message de cet épisode. J'espère que vous aurez la chance de vivre ça, mais attention à vous quand même. Vous allez... voilà, c'est pas tout beau tout rose. Sur ce, je vous dis à très bientôt.